Oui, c'est parfait. Super. Ce qu'on souhaitait avec, puisque c'est les travaux qui ont été faits en collaboration avec l'UNIFA au travers de Philippe Éveillard, c'était vous faire partager un peu une étude issue du traitement de données agriculteurs. Donc évidemment concernant le chaulage. Donc la base est utilisée, en fait c'est notre outil plan de fertilisation. Hein, vous avez sur la carte ici, vous avez toutes les parcelles en jaune, donc c'est plutôt l'ouest de la France, hein, ça va concerner plutôt la zone ouest de la France, Pays de Loire, Poitou-Charentes, et au travers de notre outil plan de fumure de WeUse, hein, qui nous a permis de faire des extractions de données agriculteurs pour en tirer les résultats que vous allez voir tout à l'heure. Clic. Donc l'idée, c'était vous faire partager un peu la méthodologie, hein, parce qu'autant tout à l'heure, on a vu des résultats issus de micro-parcelles. Là, on est plutôt dans la donnée du multivariable avec donc beaucoup de données. Donc je voulais vous faire partager un peu la méthodologie utilisée. Donc je vous l'ai dit, on est parti des 250 exploitations qui avaient un plan de fertilisation informatisé. On a récupéré, on a travaillé uniquement sur les données des agriculteurs qui avaient déjà au moins 4 années utilisé l'outil, hein, puisqu'on va faire une étude sur 4 ans. Ensuite, on a exclu, bon, parce que par manque de parcelles à l'époque, toutes les parcelles en agriculture biologique, puisqu'on va mesurer l'effet rendement. Ensuite, on a retenu que les parcelles où il y avait eu une analyse de sol, donc, et uniquement avec le même laboratoire pour éviter les éventuels biais de problèmes de saisie et autres. Donc là, en l'occurrence, c'était et donc tout ça, clic, donc ça nous a donné donc notre base de données qu'on a retenue sur le sol le plus répandu, hein, le limon de l'Ouest, celui-ci où il y a effectivement une grande pratique de chaulage, puisqu'on est situé sur le massif armoricain, et donc avec une tendance à l'acidification. Donc voilà, donc le sol limon de l'Ouest, ça représentait à peu près les 3/4 de l'effectif. Clic. Donc voilà ce que c'est les limons de l'Ouest, hein. Donc ça, hélas, c'est une photo qu'on voit de plus en plus, et notamment de cette année, avec la forte pluviométrie hivernale. Donc ça ressemble un peu à ce qui a été dit ce matin, un peu dans des sols un peu en Nord-France, en régime betteravier, hein, des sols limoneux qui se referment facilement, qui sont sensibles à la battance. Donc ensuite, on a fait un tri sur les cultures. Donc on a retenu uniquement les parcelles où le rendement avait été mesuré et saisi, puisque, hélas, par exemple, dans le cas des prairies, hein, il est difficile d'avoir des rendements précis. Donc, lorsqu'on s'apercevait que le rendement réalisé correspondait au rendement prévisionnel, il était supprimé. On a vraiment basé l'étude uniquement sur des rendements qui ont été modifiés, donc réels, saisis par les agriculteurs. Au final, on a fait l'étude sur plusieurs cultures, hein, qui sont représentatives de la zone ouest de la France, hein, blé tendre, orge triticale, les deux maïs, hein, avec beaucoup de maïs fourrage et du grain, et maïs grain et du colza. Donc au final, l'étude, c'est 3600 parcelles, et on est redescendu à 20 000 hectares, qui est quand même important. Ensuite, la méthodologie, comment on a fait pour voir l'impact, puisque l'idée c'était de voir est-ce qu'il y a un effet pH sur la production des cultures chez les agriculteurs. Donc là, on n'a pas eu d'a priori, on a fait la courbe de Gauss, hein, comme vous voyez à gauche, c'est les pH de ces fameux 20 000 hectares. Donc en gros, ça allait de pH 5 à 7,5. Et en fait, on n'a pas travaillé par seuil, on a découpé la population en 5. En rouge, plutôt les parcelles qui avaient les pH les plus faibles, sans les juger. Et en bleu, les classes qu'on appelait les plus élevées, les parcelles qui étaient implantées sur les pH les plus élevés. Clic. Donc voilà les niveaux rendement. Donc on a récupéré les rendements de 4 campagnes, hein. Vous avez les niveaux rendement avec des variabilités évidemment liées au contexte climatique. Et en fait, pour pouvoir comparer les parcelles entre elles, on les a transformées en pourcentage, hein, pour pouvoir comparer des tonnes de matière sèche de maïs fourrage avec des quintaux de blé. On a tout travaillé donc en pourcentage. Clic. Et donc, au final, voilà l'étude, hein, qui est permise, enfin, l'extraction, avec un zoom donc, sur le pH. La question est quel est l'effet du pH
sur le rendement des cultures. Donc, on vous retrouvez donc, la classification avec en jaune, en gros, la classe de pH. On a mis en rouge les parcelles qui avaient des pH inférieurs à 6, 6,3, et jusqu'à en bleu les parcelles qui sont en moyenne avec des pH 6,9. En moyenne, sur les 20 000 hectares, sur les 4 000 parcelles et sur les 4 années, toutes cultures confondues, on s'aperçoit qu'il y a une tendance où on retrouve les meilleurs rendements en moyenne dans ce type de sol, évidemment. On retrouve les meilleurs rendements et c'est significatif avec les tests statistiques qui ont été développés. On trouve les meilleurs rendements dans les parcelles à pH les plus élevés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est on a également récupéré, puisqu'on l'avait dans les plans de fertilisation, on avait également récupéré toute l'histoire, toute la pratique agriculteur au travers des amendements basiques, en intégrant à la fois la valeur neutralisante des effluents d'élevage. On s'est aperçu qu'effectivement, globalement, il n'y avait pas d'effet. C'était pas un effet dose, puisque globalement, il y a eu autant d'unités, quelles que soient autant d'unités de valeur nutrisante apportées, quelles que soient les classes de pH. En conclusion, donc, ce qu'on s'est aperçu au travers de cette étude, c'est effectivement l'étude indique. Alors, on avait historiquement d'autres études qui nous montraient la même chose, c'est que les meilleurs rendements sont observés sur les parcelles à pH supérieur à 6,9. Et ça, donc je le rappelle, d'un contexte des 4 hivers, c'est-à-dire que l'année de récolte 2020 n'y est pas dedans, celle avec un hiver très pluvieux. Donc ça veut dire dans une année qui était plutôt favorable, puisque c'est un sol limoneux fragile, où les rendements sont catastrophiques en général les hivers pluvieux, c'est-à-dire que dans des années à hiver sec, on a observé quand même cet effet pH, alors qu'on a vu, ça aurait pu être encore plus important une année avec hiver très pluvieux. Donc ça confirme effectivement ce qu'on constate, l'intérêt d'avoir un bon statut acido-basique dans ces sols fragiles, sachant qu'ils sont souvent aussi faibles en matière organique. Et dans l'esprit d'agriculture écologiquement intensive, ou produire plus avec moins d'intrants, le chaulage pour nous est capital. Ça a bien été rappelé tout à l'heure par M. Julien. C'est aussi un moyen d'avoir des sols plus résilients face au changement climatique. C'est des sols qui vont produire plus en cas de sécheresse, c'est des sols qui vont produire plus en cas des pluvieux. Et puis un petit renvoi par rapport à ce matin, notamment les problèmes de qualité de l'air. On s'est aperçu aussi que effectivement un sol limoneux, lorsqu'il est sain, il n'est plus dans l'eau, il y a moins de problèmes d'anoxie, et donc ça peut aussi améliorer la qualité de l'air par rapport à moins de dégagement de protoxyde d'azote. Et puis enfin, puisque en fait les Pays de Loire aussi sont fortement concernés par la production en agriculture biologique, ça nous semble aussi important de véhiculer ce message pour ceux qui voudraient se lancer dans l'agriculture biologique. Le statut acido-basique est très important à prendre en compte dans ce type de sol. Voilà, un peu on voulait donc vous faire partager cette étude. Je vous remercie de votre attention. Merci également, Laurent.